Timberwolves avaient passé 10 jours en cumulé numéro 1 de la conférence Ouest. 10 jours sur 34 ans. Et là, du coup, ça fait 10 jours cette saison qu'ils sont numéro 1. Quand ils avaient battu Utah, c'était il y a quelques jours de ça. Donc, en une saison, ils ont passé autant de temps numéro 1 de la conférence Ouest que sur les 34 dernières années. Alors, salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Comme vous savez, toutes les semaines, on se retrouve pour 2 émissions. L'émission du début de semaine que vous êtes en train d'écouter et on vous en remercie. Et l'autre émission que vous retrouverez donc dès vendredi pour entamer votre week-end sous les meilleurs auspices avec l'équipe de Yannick. Avant ça, on a ce petit podcast de début de semaine. Et pour m'accompagner, Cédric qui est là, évidemment, toujours fidèle au poste. Comment vas-tu ? Écoute, salut Chris, salut à tous, ça va très très bien. Je crois qu'on est le 3 ou 4 décembre. Ouais, là on est. Alors nous, quand on tourne, on est 4, le 4, 5. c'est ça. C'est pas l'heure du conseil de classe. Mais si, Hein? oui, c'est le petit rituel, le nouveau rituel qu'on vous a proposé cette année avec les équipes NBA de The Free Agent. Tous les débuts de mois, le conseil de classe. Deuxième volet pour nous, du coup, on en avait fait un, donc c'était à cheval entre fin octobre et début novembre, hein, c'est toujours par rapport aux dates d'enregistrement évidemment, mais là on est bien au début du mois de décembre, et on va pouvoir attaquer ce deuxième conseil de classe. J'espère que tu as hâte de pouvoir mettre des petites, alors des notations non, mais des petites appréciations, des petites critiques. Ah bah oui, on y voit un peu plus clair là quand même, il y a eu un peu plus de matchs que lors de la dernière fois. C'est vrai. Et il y a quand même des équipes qui se détachent, d'autres qui chutent. Donc on va distribuer les bons et les mauvais points à certains que l'on a sélectionnés. Tout à fait, vous retrouverez d'autres équipes évidemment donc dans le podcast de vendredi. On rappelle les petits classiques, l'appli, tout ça, les réseaux pour nous suivre. Cédric, la petite rengaine du début de podcast. L'application qui est disponible pour surtout les Android et les Apple. Et Apple, ouais. Ouais, ça. Ouais. Le site internet, forcément, avec tous les articles que vous pouvez lire qui sont à disposition. Les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram. On est partout. On Ouais, il y a plein de produit un trucs. maximum de contenu pour votre plaisir. C'est ça, Profitez-en. Il y a pas mal de choses sur les réseaux en particulier. Charles fait pas mal de petites vidéos, des shorts. Il nous reprend même parfois, il nous prend certains extraits du podcast pour en mettre des petits sonores pour les réseaux. Donc, on essaie de ne pas dire trop de bêtises, évidemment. Et oui, il faut faire attention. On a notre quota, mais on essaie de faire attention. On va attaquer ce conseil de classe, donc deuxième session pour nous en ce début décembre. On vous rappelle les catégories, on va dire, qu'on a décidé de mettre en place avec toute l'équipe. Donc, on a les surdoués du premier rang, les équipes qui cartonnent. Ensuite, on a le succès inattendu. Voilà, peut-être des équipes qui étaient un petit peu moins prévisibles dans leur réussite. Cette fois-là, on va essayer de trouver des raisons pour ça, évidemment. Ensuite, on va descendre un petit peu de credo avec l'équipe peut mieux faire. Voilà. C'est pas non plus cata, mais on pouvait s'attendre ou on peut s'attendre à du mieux. On va essayer de comprendre pourquoi ils peuvent faire mieux et quel est le constat actuel. Et enfin, on terminera avec les cancres, hein. Les mauvais élèves, ceux qui font pas correctement le travail. Il faut un petit peu leur tirer les oreilles, comme on dit. C'est ça. Ceux pour qui il y a encore beaucoup de travail. C'est ça. Ou de réajustement d'effectifs, ça dépend de leur situation. Tout à fait. Ce sera peut-être le cas pour l'équipe qu'on a choisie pour cette dernière catégorie. Mais on n'y est pas encore. On va attaquer par les bons élèves, si tu veux, Cédric. Allez, distribuons les bons points alors. Allez, très bien. Et du coup, les surdoués du premier rang, on est parti sur une équipe de la conférence Est. On va parler des Milwaukee Bucks. Comme toujours, un petit bilan chiffré, quelques petites stats comme ça brutes. Après, on en discute ensemble, évidemment. On essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui va bien à Milwaukee. Il y a peut-être 2-3 petits trucs aussi qu'on peut revoir. Il y a toujours des choses à améliorer dans les équipes. Alors, le bilan de Milwaukee à l'heure actuelle, 14 victoires et 6 défaites. C'est son troisième de la conférence Est. Top 3, avec des stats que j'ai notées intéressantes à domicile. Ils sont sur 9 victoires, 1 défaite à domicile. Donc vraiment, on sait que c'est compliqué d'aller à Milwaukee. Et là, encore cette année, ça le prouve avec les chiffres. Sur une belle dynamique, cette équipe des Bucks, 8 victoires et 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
le conseil de classe, on est vraiment sur une période de 3-4 semaines. Donc là, ça correspond parfaitement à cette dynamique pour les Bucks, cette bonne dynamique en tout cas. Troisième équipe en termes de points marqués, 121,1 points. Numéro 7 dans le nombre de points encaissés. Donc on est sur une top 5 attaque et une top 10 défense pour schématiser. Donc c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Un pourcentage au shoot qui est vraiment dans les meilleurs de la ligue, un numéro 3. Donc c'est efficace, Milwaukee. Moi, on est parti sur Milwaukee et j'ai décidé de partir là-dessus parce que je sais pas si toi, tu avais un petit peu vu Cédric depuis le début de la saison et sur les dernières semaines, mais j'ai trouvé qu'on tapait un peu facilement cette équipe de Milwaukee. Alors, on sait qu'il y a eu des changements majeurs dans cette équipe avec le départ de Drew Holiday et surtout l'arrivée de Damian Lillard dans cet effectif. Et j'ai trouvé que ce soit des médias français ou des médias ricains ou sur les réseaux sociaux, on disait voilà, c'est un peu poussif le début de Milwaukee, on sent qu'ils ont du mal à se trouver. Il y a un nouveau coach aussi, Adrian Griffin, qui arrivait à la place de Mike Budenholzer. L'ajustement Lillard, Antetokounmpo, il y avait des questions qui se posaient. Mais là, les chiffres que je vous ai donnés depuis 2 minutes prouvent que Milwaukee, ça commence à bien dérouler. Par rapport aux tops équipes de l'Est, ils sont vraiment très très proches. Il y a une victoire, une défaite d'écart, sachant que par exemple, au moment où on enregistre, donc lundi après-midi, Boston n'a pas encore joué. Ils ont joué leur quart de finale du In-Season Tournament quand vous aurez écouté ce podcast-là. Donc selon le résultat, le bilan peut soit s'écarter un petit peu plus davantage ou se rapprocher. Orlando qui est devant aussi, mais ça c'est vraiment le côté darling de cette équipe-là du Magic. Mais voilà, moi je trouve que Milwaukee, il fallait quand même saluer le travail parce que malgré des ajustements majeurs dans le 5 avec cette arrivée de Lillard et ce départ de Drew Holiday, il y a quand même des belles choses, le bilan est là, les chiffres sont bons. Giannis Antetokounmpo est quand même fait partie des nombreux dossiers candidats MVP après 20 matchs. Alors c'est après 20 matchs, l'écrémage se fera naturellement, mais les stats sont là, l'impact est là. Je trouve que Damian Lillard commence à trouver sa place. Je sais pas ce que toi tu en penses, Cédric, un petit peu de cette équipe des Bucks. Je pense qu'il y a eu une grosse hype cet été en fait sur l'arrivée de Lillard à Milwaukee, le duo Lillard-Antetokounmpo. Et du coup, beaucoup de gens attendaient, je pense, espéraient voir un début de saison tonitruant des Bucks avec un Lillard à 40 points par match et un Antetokounmpo en triple-double à 30, 11, 10. Donc forcément, dans ces cas-là, les gens étaient un petit peu déçus. Mais en même temps, Damian Lillard, il a toujours joué à Portland, donc il faut qu'il retrouve des nouveaux repères, il faut qu'il s'installe dans sa nouvelle vie, qu'il s'habitue à ses nouveaux coéquipiers, au niveau système de jeu aussi, parce que Milwaukee ne joue pas comme Portland. Donc il y a eu plein de choses à régler en fait, et ce qui explique aussi pourquoi il y a eu ce petit temps de décalage au départ. C'est pas non plus, ça n'a pas été un départ raté non plus, mais c'était un départ mitigé. Donc forcément, les gens tout de suite sont tombés dessus et ont fait des conclusions hâtives, comme quoi Lillard aux Bucks c'était un échec, il aurait fallu garder Giroud. Mais c'est loin d'être fini. Ils le prouvent là sur leurs 10 derniers matchs, comme tu l'as dit. Ils montent tous en puissance. Giannis est toujours aussi fort et il a faim de victoire. Donc c'est loin d'être fini ce classement et cette compétition à l'Est. Milwaukee est bel et bien là et il faudra compter sur eux jusqu'à la fin de saison. Moi, totalement. Moi, les chiffres qui m'intéressent également, c'est la présence des deux joueurs stars pour l'instant sur 20 matchs joués pour Milwaukee. Tu vois, Damian Lillard il en a joué 18, Giannis en a joué 19, donc là c'est bien. On parlait du temps d'adaptation pour Lillard, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Et le fait qu'ils puissent jouer ensemble, il y a d'autres équipes dont on parlera pas aujourd'hui, mais où il y a eu des changements majeurs dans les effectifs et ils jouent pas vraiment ensemble, du côté des Cactus en particulier là. Ça pique un petit peu. Et c'est vrai que là, ces deux superstars, un qui était présent, c'est son équipe, et l'autre qui arrive après des années et des années dans une seule franchise, avec une franchise qui a été construite autour de lui, ils jouent ensemble. Il n'y a pas d'absence, donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui compte, je trouve, on ne met pas ça souvent en avant, mais le premier critère pour un joueur, c'est d'être présent sur le terrain, avant les chiffres, avant les stats, avant les victoires, les échecs, c'est d'être présent sur le terrain et c'est de jouer, et je trouve que sur ce point-là, Milwaukee, il y a vraiment aucun problème. L'effectif autour qui est intéressant, les vieux soutiers, pardonnez-moi l'expression, des mecs comme Brook Lopez, qui sont vraiment
qui peuvent prendre feu. Il y a eu un match il n'y a pas très longtemps de ça, là, où Giannis était peut-être un petit peu en dedans et Lillard aussi. Et c'est Brook Lopez qui a claqué je crois, un record en carrière où il n'en était pas loin, en tout cas un gros scoring, donc il en est encore capable. Défensivement, ça reste aussi la dissuasion qu'on connaît. Bobby Portis, un mec, un sixième homme un peu premium, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un peu cette âme. On voit dès qu'il rentre sur le terrain, il aime bien haranguer la foule, le public de Milwaukee qui demande que ça, en fait, de se chauffer avec et de prendre plaisir en regardant les matchs. Des mecs dont on parle moins, Malik Beasley, qui est dans le 5 de départ aussi. C'est plutôt intéressant tout ce qu'il peut proposer. La question, c'est autour de Chris Middleton. Je sais pas, toi, ce que tu en penses, Cédric. On s'était peut-être posé la question au début de saison lors des previews sur le fait que ça allait peut-être être positif pour lui de ne plus être l'option numéro 2, tu vois, mais de redescendre, entre guillemets, peut-être d'un cran et d'avoir moins de responsabilités. Je sais pas ce que tu penses pour l'instant des 20 premiers matchs proposés par Middleton, de son impact, son apport dans l'équipe. On est encore en quart de saison, hein, mais... Il a l'air quand même d'avoir du mal de récupérer de sa blessure. Mhm. On n'a pas retrouvé le Middleton d'avant blessure, en fait. Donc, je sais pas, peut-être ça va revenir, mais c'est un peu, on a un peu le même questionnement sur Klay Thompson, par exemple, pour Warriors, Oui. où c'est des joueurs, ils commencent à avoir de l'âge, ils reviennent de blessure, et ils retrouvent plus autant leur jeu d'avant et leur niveau d'avant. Est-ce qu'ils vont réussir à faire évoluer leur jeu et à s'adapter à leurs nouvelles conditions physiques? C'est vraiment leur challenge de leur saison et pour Milwaukee, ça passe par là, pour pouvoir aller loin en play-off et voir jusqu'au titre. Il faut vraiment que Middleton se réinvente en fait et trouve sa place, dans cet effectif. Donc on va voir, dans les mois qui suivent, comment Adrian Griffin va nous concocter tout ça. C'est ça. L'avantage pour Middleton, c'est que là, comme on a dit, les chiffres sont bons. Milwaukee est numéro 3 de la conférence, donc ça déroule bien. On sent que Lillard commence vraiment à trouver sa place, on va dire, dans l'effectif et que l'effectif aussi arrive à s'ajuster, à jouer autour de lui. Donc il n'y a pas d'urgence pour Middleton non plus sur le côté. Il va falloir que je m'y mette tout de suite parce que on est je sais pas, en 8-10, tu vois, Ouais, ouais. on est mal classé. Du coup, faut mettre un coup de collier. Là, il n'y a pas besoin. Ça déroule bien, donc c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on peut peut-être quand même mettre en petit point parce qu'il y a de perfectionnement, c'est vrai que c'est avec ce départ de Drew Holiday. On savait que offensivement, Lillard allait apporter ce qu'il s'apportait parce que c'est un joueur All-Star, XXL, on le connaît parfaitement. On savait également que sur l'aspect défensif, ce serait plus compliqué. On ne remplace pas un défenseur élite comme Drew Holiday comme ça. Il y a encore du boulot, honnêtement, pour avoir vu certains matchs des Bucks, où c'est vrai que ça déroule bien. Offensivement, on sent que, voilà, comme tu l'as dit, Yanis très très fort, etc. Autour, on en a parlé. Mais on sent encore qu'il y a des ajustements à trouver défensivement. Adrian Griffin, on en a parlé rapidement. Première saison pour lui aussi, un coach rookie. Donc, il a quand même une belle Rolls-Royce, on va dire, dans les mains. Mais faut-il encore savoir bien la manœuvrer, trouver les bons petits ajustements. Mais honnêtement, pour l'instant, quand même, voilà. Moi, c'était ça, pour ça que je voulais parler de Milwaukee, parce que le bilan est bon, les chiffres sont bons, et j'ai trouvé qu'on était un peu trop sur le côté, oui, ça marche pas, le fit Lillard Antetokounmpo. On va attendre de voir. Les échéances importantes, c'est pas pour maintenant. Mais en tout cas, numéro 3 dans la conférence Est, Milwaukee, pour l'instant, il n'y a pas. C'est très bien. Moi, je trouve Très bien. personnellement. Ouais. C'est franchement, il faut continuer comme ça, Tout à fait. persévérer. Il faut qu'on dise la même chose le mois prochain, mais Exactement. jusque-là, c'est chapeau. Exactement. Un petit tour, tiens, sur le calendrier. On aime bien faire ça à chaque fois pour voir un petit peu les dynamiques, envisager les dynamiques. Alors pour Milwaukee, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as été regarder un petit peu le calendrier, Cédric. Ils vont être ils sont déjà, pardon, sur 8 matchs à domicile de suite. C'est assez rare quand même d'avoir un enchaînement comme ça dans le calendrier NBA. On sait qu'il y a quand même beaucoup de déplacements. 8 matchs à domicile, il y en a déjà un qui a été joué, qui a été gagné. Et ils enchaînent donc là toujours donc à la maison évidemment. Ils vont recevoir New York, Chicago, Indiana, Détroit, Houston. Là quand même honnêtement, allez, si tu peux peut-être, tu dois en tout cas tu dois ambitionner de tous les prendre. Après est-ce que tu vas tous les prendre, on ne sait pas.
T'as des équipes intéressantes, hein. New York, Indiana, ça peut être des matchs intéressants à suivre. Mais voilà, t'es à la maison, t'es sur une belle série à la maison, tu dois enchaîner là. Oui, ouais, oui, là, il faut capitaliser ce bon mois de novembre et le concrétiser pour décembre. C'est ça. Donc, on pourra faire un petit point en début d'année sur Milwaukee. Est-ce que ce beau bilan à domicile de 9-1 est toujours d'actualité, en tout cas, est toujours aussi beau et autant à leur avantage, ou s'il y a eu quelques petits couacs, on pourra voir ça pour le début 2024. Voilà pour cette équipe des Bucks. On va enchaîner. Cédric, je vais te laisser la main avec une autre équipe, le succès inattendu maintenant. Une équipe qu'on voyait peut-être pas aussi haut, mais qui fait le job et bien plus que le job même. Bah, bien plus que le job, et c'est vrai qu'on n'attendait pas de voir les Minnesota Timberwolves en haut de la conférence Ouest. C'est quand même la surprise de ce mois de novembre. Ils ont la deuxième meilleure défense, Ouais, en défense, c'est vraiment très très mais impressionnant en ce qu'ils proposent. encaissant que 105 points. Euh, alors ils sont bon 9e au rebond, ce qui est donc top 10 rebondeurs, ce qui est quand même pas mal. Ils sont 4e au différentiel. Ils sont 4e au contre, forcément, Rudy Gobert, ça aide. Tout à fait. Et alors, autant ils sont premiers de la conférence, ils ont une des deuxième meilleure défense, mais ils sont que la 19e attaque de la NBA. Et pourtant, j'ai noté, c'était 6e au shoot, donc 40% au shoot et 37% à 3 points en étant donc la 11e équipe. Donc au niveau des pourcentages au shoot, ça va. Enfin, tu vois, c'est pas non plus catastrophe, mais c'est pour ça qu'il y a un peu le côté, il y a encore de la marge. Ils ont encore de la marge en fait, parce que bon, ils ont leur assise défensive, ça va. Après, en attaque, maintenant, il va falloir trouver un peu plus de fluidité et, euh, et pour marquer encore un peu plus de points. Mais, euh, mais non, ça joue bien, ça joue dur. Anthony Edwards, on l'a déjà dit en pré-saison, mais là, c'est confirmé, c'est le franchise player. Ah oui. Karl Anthony Towns est revenu et il prend son rôle de deuxième marqueur de l'équipe comme il faut. Donc c'est assez stable. Tu as donc Rudy Gobert qui est le meilleur rebondeur et le meilleur contreur de l'équipe. Tu as Mike Conley qui est le meilleur passeur, qui distribue très bien le jeu. Donc c'est formidable. Enfin, ils ont un effectif stable, ils n'ont pas de blessés, ils ont une rotation assez stable aussi. C'est-à-dire que leurs 5, à part Jaden McDaniels qui a été un petit peu blessé, qui a fait que 11 matchs, mais tous les autres, les 4 autres ont été titulaires à chaque fois. Ils ont une rotation à 9 joueurs, 9-10 joueurs, donc ça veut dire qu'il y a quand même les titulaires n'ont pas un gros temps de jeu. Enfin, tu vois, ils ne tournent pas à 40 minutes par match. Même Anthony Edwards, j'ai noté, il tourne à 35 minutes. C'est lui qui a le plus gros temps de jeu. Et après, ça tourne, il y a Karl Anthony Towns 33, Rudy 32 et Mike Conley 29. Quoi. Donc, tu vois, c'est une moyenne de 30 minutes pour un joueur. C'est comme C'est très c'est un bien. luxe. Ouais, Oui, ouais, c'est ça. c'est très bien sur la longueur de la saison, en fait. Donc, ils nous ont fait un beau mois de novembre. Hein. Ils ont enchaîné. Après un début, alors en octobre, ils ont commencé par une victoire et 2 défaites. Donc c'était un petit peu, on se demandait un petit peu. Ils ont enchaîné direct derrière 7 victoires. Après, ils ont reperdu un petit match. 3 victoires. Ils ont reperdu un petit match. 4 victoires. Donc à chaque fois qu'ils perdent un match, derrière, ils font une série de 3-4 victoires. Et ça, c'est important aussi dans l'équilibre sur la longueur de la saison. Et donc, du coup, sur ce mois de novembre, ils ont 14 victoires et simplement 2 défaites. C'est vraiment, c'est beau, c'est propre. Et donc, du coup, ça promet pour la suite. Et c'est vrai qu'on les attendait pas à ce niveau-là, aussi haut, aussi vite, surtout après leur playoff de l'année dernière. Bah, Rudy Gobert nous fait une début de saison stratosphérique. Je crois il a des comptes à rendre, je trouve, depuis cet été. bah, il a passé un mauvais été avec l'équipe de France Ouais, aussi, ouais, ouais, donc ouais. on pouvait. Mais Il les a remis le bleu de chauffe et il est exactement. retourné au mastic. Il est retourné sur ses certitudes, sur ce qu'il sait très bien faire.
Et c'est très bien. Et puis son association avec Karl-Anthony Towns l'année dernière, il y a eu beaucoup de blessures, ils Mmh. ont pas beaucoup joué ensemble. Enfin voilà, et on sent vraiment cette année qu'il y a eu une stabilité au niveau de l'effectif et que du coup cette année, il y a beaucoup plus d'automatisme entre eux et chacun connaît son rôle et chacun participe au bien-être, de l'équipe, quoi. Ouais, complètement. Je crois que c'était avec toi, on en avait parlé dans un précédent podcast, si je ne m'abuse, de Karl Anthony Towns et on s'était posé la question, de savoir est-ce que, bah, Ouais. il fallait pas, peut-être passer à autre chose avec ce joueur-là, via un trade, pour aller récupérer, soit les petits joueurs qui peuvent manquer dans l'effectif ou, ce genre de petites constructions-là que les franchises savent faire. Bah, là, honnêtement, on a l'impression que depuis qu'on en a parlé il y a quelques semaines de ça, Karl Anthony Towns a retrouvé, non, il n'a jamais perdu, mais a vraiment là, bien trouvé sa place, son positionnement dans l'équipe et il y a eu un match ou 2 où Anthony Edwards était absent là, je sais plus contre qui exactement, j'ai pas noté malheureusement. Ah, c'était contre OKC, si je dis pas de bêtises, et cette équipe a du caractère derrière. Karl Anthony Towns évidemment en est du coup, de par l'absence d'Edwards quand il n'est pas là, le fer de lance numéro 1, tu vois, il redevient la force offensive premium. Et cette équipe avait gagné quand même avec l'absence d'Edwards. Donc il y a du caractère. Je trouve que Towns a vraiment retrouvé sa place. Rudy Gobert, tu l'as dit. Est-ce qu'il n'est pas en lice là? Alors on est trop tôt pour les trophées évidemment, mais tout à l'heure on parlait de Yanis pour les candidatures MVP, Rudy Gobert, quatrième Deepoy. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de scandale à en parler, tu vois. Ah non, pour moi, il est dans les favoris, hein, c'est clair et Mmh, net. mmh mh. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Il retrouve vraiment son standing Oui. qu'il avait à Utah, en fait, quoi. Oui, voilà, dans les belles années Dans les où belles années d'Utah, quoi. c'est ça, Ouais. où il avait récupéré, ses premiers trophées. Non, non, moi je te rejoins, sur tout ce que tu as dit, hein, globalement, il y a pas grand-chose de plus. Il y avait un chiffre qui m'a marqué, je l'ai trouvé, alors c'est sur le compte Twitter d'une des franchises, des comptes fans franchises des Timberwolves. Alors j'ai plus le nom, vous m'excuserez. Info qu'ils avaient retrouvé via, The Athletic, le site, un des sites références sur l'actualité, de sport aux États-Unis. Et ils expliquaient qu'au cours des 34 dernières années, Timberwolves avait passé 10 jours en cumulé numéro 1 de la conférence Ouest. 10 jours sur 34 ans. Mmh, mmh. Et là, du coup, ça fait 10 jours cette saison qu'ils sont numéro 1. Quand ils avaient battu Utah, c'était il y a quelques jours de ça. Donc, en une saison, ils ont passé autant de temps numéro 1 de la conférence Ouest que sur les 34 dernières années. Alors, ça ne veut pas, c'est juste un petit chiffre comme ça, évidemment, mais ça montre que, pour l'instant, c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe à Minnesota. Le boulot de Chris Finch, on n'en parle pas beaucoup de ce coach-là, mais il fait un excellent boulot, il a un bel effectif. Tu l'as dit, une rotation à 9-10 joueurs, là, ils sont à peu près à minimum 13 minutes par match sur ces 9-10 joueurs-là, donc on va pas dire qu'il y a un resserrement de l'effectif parce qu'on n'en est pas là, mais les rotations sont là, sont bien faites, sont construites, sont raisonnées, en tout cas, de mon point de vue. Et non, franchement, ce qui va être intéressant, ça va être de voir sur la longueur si cette équipe a, alors le caractère, je pense qu'elle l'a avec un mec comme Anthony Edwards, mais a le carburant, tu vois, suffisant sur une longueur de saison régulière. Parce qu'on sait que la saison régulière, il y a vraiment un côté filtre. On sait toujours qu'en début de saison, il y a des équipes, les sortes de darlings du début de saison, qui, au fur et à mesure que la saison s'égrène, elles ont de plus en plus de mal et elles vont dégringoler au classement en laissant les grosses écuries reprendre un peu le dessus. Mais ça va être un peu la question pour les semaines à venir. Est-ce que Minnesota peut maintenir ce rythme-là, tu vois? Est-ce que de ton point de vue, c'est quelque chose qui est envisageable ou alors ça va naturellement redescendre peut-être au fur et à mesure de la saison? Non, je pense ce qu'ils ont réussi à bâtir, c'est du sérieux, c'est du solide et que Mmh. ça va continuer. Après, ils ont un mois de décembre Oh, le un peu calendrier, chargé il est chaud, le parce que, calendrier, hein. ils partent sur la route quand même. Ils ont plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Ils vont, Bah, le alors calendrier, oh, en rafale comme ça, ils vont vas-y, jouer vas-y. Indiana, Sacramento, 2 fois Dallas, 2 fois Los Angeles, Philadelphie, Miami, les Pelicans.
Bon, Oklahoma, t'as tu les vois, Spurs. donc, Voilà. Ça, c'est le petit ouais, truc, le petit il y a les cadeau, 2 tu vois. premiers là, début décembre, Spurs et Memphis. C'est ça. Ils vont pouvoir, souffler peut-être un peu. Mais voilà, après, non, c'est du lourd et justement, on j'ai hâte d'être à début janvier pour faire le on va vite voir en fait s'ils ont vraiment les reins solides ou pas, sur ce mois de décembre là. Pour eux, c'est vraiment un mois charnière. Ils ont vraiment l'occasion de maintenir leur avance sur leurs adversaires, parce qu'il faut pas oublier que la concurrence est rude à Ah l'ouest, oui, tout à fait, ouais. que le moindre faux pas peut te faire descendre très, très vite et au contraire, si tu arrives à garder ton avance, au nombre de victoires-défaites sur les autres, il y a moyen, de garder, leur première place, toujours au mois de janvier. Donc on espère qu'ils feront partie des bons points pour le prochain conseil de Mais classe. C'est tout ce qu'on leur souhaite. exactement, c'est vrai que le calendrier est très, très lourd. Il y a une semaine là, comme tu l'as dit, il y a du Miami, Philadelphie, Lakers en enchaîné. Waouh, bon courage. Je suis très, très hâte. Moi, je vous invite, je pense que Cédric, tu me rejoins, on vous invite vraiment à suivre, à observer cette équipe des Wolves, à aller regarder des matchs, des highlights, si vous avez la possibilité, évidemment, pour voir comment cette équipe joue, comment cette équipe tourne. Et là, en plus, avec des gros adversaires, donc très hâte d'être en janvier pour pouvoir faire un point sur cette équipe-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir ambitionner de devenir un surdoué du premier rang, tu vois, pour Ouais, rester sur notre conseil, ou est-ce qu'ils vont un petit peu descendre? En tout cas, bah, ça fait partie, tu vois, en regardant un petit peu les calendriers tous les débuts de mois ou tous les débuts de semaine. Minnesota, ça fait vraiment partie des équipes en haut de la liste où j'ai envie de me dire, ah bah, j'ai hâte d'être dans 7 jours, dans 10 jours, dans 15 jours pour voir ce qu'il en est et est-ce que cette dynamique continue à perdurer. Il n'y a pas de raison, en tout cas, on l'a dit, tu l'as dit, mais on sait aussi que voilà, les équipes en face, c'est autant compliqué pour Minnesota que ça va être compliqué pour les autres. oui, surtout que, déjà sur leur mois de novembre, ils ont quand même battu Denver, ils ont battu Oui, Boston, bon, ils ont perdu à Phoenix, mais, ils ont battu contre Philadelphie. Ils ont battu Oklahoma, enfin, tu vois? Donc il y a pas non plus, ils ont aussi déjà eu quelques matchs, contre des grosses équipes et c'est ils ont ça. su répondre présent. Donc, Équipe extrêmement moi intéressante à j'ai suivre. pas de pour moi, ils vont se maintenir, alors peut-être pas 1er de la conférence Ouest, mais ils vont dans les ça me je en pour moi, en janvier, ils seront toujours dans le top 3 de la conférence, hein. Ah bah voilà, si j'allais te demander vers où Ah tu les toi, pardon. positionnais, tu vois? Mais non, mais très bien, tu vois? Non, non, mais on se comprend, donc oui, oui, moi je suis d'accord avec toi. Alors vraiment, s'il reste premier ou deuxième, tu te dis: «OK», avec, tu un petit delta. Ouais, je vois bien top 3, top 4. Après voilà, c'est toujours pareil, il faut analyser les calendriers, les dynamiques des autres équipes. Mais voilà, donc Minnesota, on vous invite fortement à les suivre, évidemment, comme toutes les autres équipes, évidemment, hein, Oui, bien sûr, c'est ouais. ce qu'on aime dans la NBA, c'est de pouvoir suivre les dynamiques et ce qui se passe pour ces 30 franchises NBA. On va enchaîner, là, on était sur l'aspect un peu positif des choses, Oui, il va avec, falloir un peu, ah oui, sévir un petit peu là. oui, voilà, hein, C'est du ça, laisser aller là maintenant là, ça ne tout va à plus fait. du tout là. On Attention, les peut mieux faire. Alors je les peut vous mieux demande de vous concentrer. beh, oui et là, il y a une équipe, va falloir un petit peu, resserrer les rangs et trouver des réponses, à certaines questions qu'on peut se poser. On va bifurquer à l'est et on va aller du côté de Cleveland à la non, j'allais dire la Q Arena, mais ça a plus ce nom-là maintenant, hein, ils changent tout le temps les noms de salles de toute façon. Mais bon bref, à Cleveland. On va chez les Cavs. Cleveland, le bilan en quelques chiffres, 11 victoires, 9 défaites. Déjà là, on descend d'un step hein, en termes de ratio victoire-défaite. Numéro 8 hein, dans la conférence Est à l'heure actuelle. Quelques autres petits chiffres pour étayer le propos. 5 victoires et 6 défaites à domicile. Donc le bilan à la maison est vraiment pas terrible du tout. La dynamique est bonne, ça on peut le dire. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 70% de succès, donc ça on va pas leur enlever. Au niveau des ratios, c'est la 25e attaque en termes de points marqués, 22e défense en termes de points encaissés. C'est dans le top 5 des pires équipes en pourcentage à 3 points encaissés. Donc là, on va aller un petit peu creuser évidemment les stats. Hein. Ça veut tout dire et rien dire, mais ouais, ça montre qu'il y a quand même des grosses largesses en défense, des lacunes. Il y a des choses à revoir. Moi, j'ai deux questions principales. Allez, deux questions principales et une troisième sous-jacente. La première, et je veux bien ton avis, Cédric, autour de Donovan Mitchell. Tout à l'heure, on parlait de Rudy Gobert, des belles années de Gobert à Utah, où
c'était là où il excellait autant sur les chiffres que sur l'impact défensif, et c'était là où il avait glané ses titres de défenseur de l'année. À l'époque, il y avait aussi un certain Donovan Mitchell. On sait que ça s'est plutôt mal terminé pour aussi bien entre les joueurs que pour cette franchise du Jazz, en tout cas dans la construction qui avait été celle de l'époque. Donovan Mitchell est arrivé à Cleveland. Est-ce que, selon toi, ça peut être... Alors, moi, si je pose la question, c'est que j'ai un réel doute. Est-ce que, selon toi, c'est le joueur qui peut porter l'équipe, une équipe compétitive, une équipe qui est vraiment contender, tu vois, pas une équipe qui vise une demi-finale de conférence, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est ce joueur-là qu'il faut pour ambitionner davantage? Moi, j'ai de sérieux doutes pas sur le joueur personnellement, mais sur l'impact qu'il peut avoir dans un effectif qui veut viser haut, tu vois. Le joueur est un attaquant extraordinaire, mais après voilà, il est pas très collectif, on va dire. Il a du mal à faire circuler le ballon. Une fois qu'il l'a, les autres peuvent s'asseoir sur le banc et le regarder jouer. Et défensivement, c'est pas non plus, un monstre défensif, quoi. Donc pour porter une équipe, faut aussi être le leader des 2 côtés du terrain. Faut aussi, savoir, mettre en confiance ses coéquipiers. Et moi personnellement, je trouve vraiment que, Cleveland était beaucoup plus séduisant avant l'arrivée de Mitchell que depuis l'arrivée de Mitchell. J'ai encore en souvenir les playoffs de l'année dernière où j'ai vraiment trouvé que c'était une caricature de Donovan, Oui. où il prenait tous les shoots et les autres. Comment veux-tu générer une énergie positive au sein de ton effectif si tes joueurs qui t'entourent ne se sentent pas concernés, quoi? Et on l'a bien vu, il a été absent de 3 matchs là, et tout de suite ça allait beaucoup mieux à Cleveland, quoi. Donc attention Donovan, quoi, parce que oui, tu as un statut de star, oui, tu as un statut de all-star, tu as la paye qu'il faut, mais tu peux aussi très bien te faire transférer d'ici février, quoi. Surtout qu'il est il doit être re-signé, je crois, ou il y a une prolongation dans l'air. Je sais pas si c'est cette Je vais aller année. regarder ça. Je vais aller Je pense que regarder pour ça. l'été prochain, en fait. Mmh. Pour l'instant, il peut pas la faire, mais donc il y a beaucoup de. Pour moi, il y a toujours la rumeur de Donovan à New York, hein, Oui, donc ça reste. il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Tu vois, un joueur auquel tu es sûr, tu coupes court à toute rumeur. La prolongation, elle est faite assez vite. Enfin, donc Donc, je ne sais pas, je suis un peu. tu partages mes doutes un petit peu sur. Ouais. Ok, bon, alors c'est pas nécessairement rassurant pour Cleveland et les fans en tout cas, mais ouais, moi je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai que j'en attends plus, mais pas d'un point de vue performance chiffrée, tu vois, mais plus sur vraiment l'apport au sein de l'effectif, la distribution. Alors, il est à 5 passes de moyenne, hein, Garland, qui est le meilleur passeur, il a moins une unité de plus que lui. Mais vraiment sur le côté, ce qu'il va apporter dans cet effectif, il y a encore des choses à voir. Donovan Mitchell, tiens, je suis dessus. Donc là, 2023-2024, il a 33 millions. 24-25, il est à 35. Et c'est la saison 2025 ou 2026, il est en player option à 37 millions. C'est ça, ouais. Donc c'est l'été prochain qu'ils peuvent lui proposer une prolongation, quoi. Ouais, donc il y a encore un peu le temps de voir venir, mais on sait que la NBA, ça va vite aussi, hein. Ça peut aller même très vite. Même sur Et 6 puis il y a mois. pour moi, à Cleveland aussi, il y a aussi le problème du coach. Voilà, c'était la deuxième question. Et Tu la vois, il y a deuxième des question, connexions aujourd'hui incroyables. La connexion et autour de tu m'as donné tes Bickerstaff. notes aussi, Ouais, c'est vrai, forcément. c'est vrai. J'aurais pas dû t'envoyer tout ça. Non, mais ouais, Jimmy C'est même Bickerstaff. pas vrai, hein. Je dis aux auditeurs, c'est pas vrai. J'ai pas ces notes du tout. On travaille chacun de notre côté et après, évidemment, on se donne les petites passes décisives, mais sans avoir lu les notes de l'un et de l'autre. Ouais, tiens, t'étais dessus, toi. Qu'est-ce que t'en penses du coaching de Cleveland? Est-ce que c'est encore le... On n'est pas là pour taper sur du coach ou pour dire, voilà, lui doit sauter, lui doit partir. On n'est personne pour dire ça, évidemment. Mais on a notre œil extérieur de fans de NBA et on peut se poser des questions sur les tactiques et le jeu proposé par les coachs. Et sur JB Bickerstaff, je pense qu'on a les mêmes doutes qu'on peut avoir sur ce qu'on disait autour de Donovan Mitchell, non?
Ouais, carrément, je suis pas du tout fan de ce coach. Mmh. Et pour en avoir discuté avec des fans des Cavs, hem, il est apparemment très apprécié par la direction OK. et c'est la direction qui le maintient à sa place. Donc ça soulève un autre problème de compétences. Enfin, pour moi, je pense qu'un un un renouveau du coach peut aussi faire du bien, à cet effectif-là, tel qu'il est actuellement, quoi. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit sur Cleveland, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessés en ce début de saison. Donc ça joue aussi, sur les résultats. Il y a Bah, toujours Caris LeVert, toujours hein, 1 il a ou joué 2 un joueurs match, de tu vois? blessés. J'ai pas 16 noté matchs, toutes les pardon, 16 blessures, matchs. mais Il a joué que ouais, après regarde Mitchell, il a raté 5 matchs, Garland en a raté 5, Mobley, Max Strus, là, ils ont tous joué. Jarrett Allen en a joué 15 sur les 20. Il y a pas de grosses absences vraiment sur les majeurs, c'est non, quelques mais c'est des matchs. petites Oui, absences, voilà, c'est un ça. par-ci, un par-là et du coup, tu as jamais ton effectif au Oui. complet, en fait. Tu vois? Tu as Non, jamais non. ton 5 de départ, tu as jamais tes rotations comme tu veux les faire. Pour un Mmh. coach, c'est très embêtant aussi, quoi. Tout à fait. Mais oui, il y a des vraies questions autour de JB Bickerstaff et moi la troisième ou la question sous-jacente autour de ça que je me suis posée en réfléchissant un peu sur cette équipe des Cavs, c'est un peu donc tout va ensemble, hein, tout est lié évidemment, mais c'est ce projet que je trouve un peu stagnant, tu vois? Autour donc tu en as parlé de Mitchell, OK, mais Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley, ce sont des très bons joueurs, je suis pas on n'est pas du tout en train de remettre en cause leur talent et tout ça. Mais, il y avait une sorte de hype il y a quoi, peut 2 saisons de ça peut-être, quelque chose comme ça vraiment ou Ouais, l'année c'est ça, dernière? 2 Sur ans, Ouais, sur 2 ans, bah, ouais. avant l'arrivée de Mitchell, quoi, Bah, avant voilà, tu vois? Donc, qu'il recrute Mitchell. et là, j'ai cette impression que ouais, ça stagne un peu et en face, bah, tu as des équipes, bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait des classements, tu as des équipes qui step up, des mecs, des équipes comme Orlando. Bon, alors là, c'est peut-être, caricatural, mais la NBA progresse, la NBA, ça monte toujours, le niveau général se resserre toujours davantage et si toi, tu es dans un projet qui n'avance pas aussi vite que les autres, et bah, tu peux vite te faire rattraper par la patrouille et je trouve que Cleveland, c'est un peu l'exemple type d'un projet qui était, extrêmement sexy il y a 2 ans de ça, qui reste toujours attractif et intéressant, hein, attention, mais pas à la poubelle. Mais, on commence à se poser vraiment des questions et se dire: «Bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme move ou comme changement pour, retrouver cette hype?» parce qu'il y a vraiment un effectif quand même et des joueurs de qualité qui peuvent viser haut, tu vois? Ah bah, oui, pour moi, c'était vraiment, moi, je l'avais mis dans mon top 4 à l'est à la fin de la saison. OK. J'attends beaucoup d'Evan Mobley. Il a eu une saison rookie, formidable. Il a eu une deuxième saison un peu plus dans le dur. Mmh. Donc là, il doit confirmer sur sa troisième saison. Il le fait, hein, il tourne à 16 points, 10 rebonds, sur ce début de saison, donc C'est pas déconnant, mais c'est c'est pas pas il y a pas déconnant le non petit truc plus. en plus, tu vois? Il y a pas le Mais petit voilà, ouais, il y a pas, il manque une assise défensive. Normalement, la doublette, Jarrett Allen, Evan Mobley devrait terrifier la ligue, bah, c'est ça. et ça ne le fait pas. Et après sur les lignes arrières, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal, tu l'as dit, ils laissent un peu trop shooter facilement les équipes adverses, donc Ah, le backcourt de Cleveland, c'est pas celui qui effraie le plus la NBA, tu vois? En comparaison de le ce qu'aurait dû voilà, être ouais. Allen et Mobley, à Par l'intérieur. contre, la bonne nouvelle pour eux, c'est, comment qui, Max Strus Max Strus, qui fait une très bonne intégration, dans cet effectif, ça a qui a galéré un peu au début, mais bon, comme on disait tout à l'heure pour Lillard, il faut l'adaptation, même si c'est pas évidemment les mêmes postes et les mêmes attributions. Mais c'est vrai que là, Max Strus, on retrouve le gars qui peut prendre feu et faire du bien à l'équipe quand ils peuvent être un peu en deçà, ouais. Je te mmh mh. rejoins, ouais. C'est costaud, ouais. C'est pas mal, donc à voir le calendrier, tiens, pour ces Cavs. Tout à l'heure, on parlait du calendrier de Minnesota qui allait pas être simple. Bah, celui de Cleveland ne l'est pas non plus, honnêtement. On a alors c'est, pas mal des équipes, qui vont se voir, rapidement là, comme la NBA maintenant sait faire une sorte de back-to-back, enchaîné. Il y a sur les 5 prochains matchs, 2 fois Orlando, il y a une fois Miami entre les 2 et 2 déplacements à Boston, Cédric. Ouais, donc bah, des concurrents directs de la conférence Est. Il va falloir, s'ils veulent remonter vite au classement, là, ils ont, sur 5 matchs à l'extérieur, ils ont de quoi, se remettre en selle, comme on dit.
Bah, c'est ça. Tu affrontes quand même le numéro 2 et le numéro 1 4 fois sur les 5 premiers matchs. C'est Ouais, énorme. c'est du lourd, ouais. Donc C'est du très, très vraiment, lourd pour eux. ouais, donc ça va être extrêmement, alors on vous le dit à chaque fois, mais c'est vrai en plus, c'est ça qui est bien avec la NBA, il y a ces sortes de feuilletons à suivre et là vraiment Cleveland, voilà, on va pouvoir se dire là, quand on va être au 20 décembre pardon, après ce double déplacement à Boston, qu'est-ce qu'il en est? Tu vois? Est-ce qu'on peut toujours on est toujours sur ce truc un petit peu, on se pose des questions ou est-ce que, bah, tiens, ça a été tapé une grosse perf à Boston, mais pas juste une perf individuelle, une perf collective, tu vois? Oui, voilà, ouais. C'est ça qui compte. Mmh Oui, mh. si Garland ou comment il s'appelle, Mitchell te claque 42 points contre Orlando, on va dire bravo, très belle perf. Mais sur le long terme, c'est pas ce qu'on attend. En tout cas, personnellement, tu vois. Non, puis au classement, là, si imagine, ils enchaînent 5 défaites, Là, ça au va piquer. classement, ça va chuter vite et inversement, tu vois? S'ils Bien enchaînent sûr. 5 victoires, ils vont remonter très, très vite, en haut de la conférence Donc on va donc avoir un. ils ont les armes en main, je crois pas qu'il y ait de blessures actuellement, ils ont leur Mmh, effectif au complet, si je dis pas de ouais, bêtises. oui, oui. En tout cas, il y a rien qui saute aux yeux. Donc heu, donc voilà, il est temps Cleveland. C'est pour ça que vous êtes à cette place, pendant notre conseil de classe, c'est que il va falloir se réveiller un petit peu. Ouais, ouais, Attention ouais. à la chute. Ouais, tu sais, c'est un peu quand tu t'endors là, tu sais, au fond de la classe, c'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit, tu pas inspiré. Bah non, 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 c'est là qu'il faut mettre le coup de collier. C'est maintenant, C'est ça. c'est ça. Il y a une autre équipe là, c'est même plus un coup de collier qu'il va falloir faire, va falloir, je vais dire Ouh toucher là des là! il y a du travail de fond en Ouh comble là là. là, mais là, c'est carton rouge là! Il va falloir, ouvrir un conseil, de classe exceptionnel pour cette équipe-là, même si il y a quand même peut-être des petites choses intéressantes qui commencent à se profiler, mais ça reste léger. Je te laisse en parler de notre cancre du mois, Cédric. Le cancre du mois, je suis désolé pour eux parce que j'aime bien l'effectif, c'est les Memphis Grizzlies. Ça ne va pas du tout. Allô, allô? Il va être temps de se remettre au bleu de chauffe et de s'attaquer d'une façon très, très lourde, pour remonter au classement. Parce que alors oui, certes, Ja Morant est absent sur les 25 premiers matchs, on le savait. Forcément, quand tu perds ton franchise player, c'est tout de suite plus difficile. Mais de là à faire de nous rendre une copie aussi pas belle, pour être poli, de 9 défaites pour 4 victoires sur le mois de novembre, il y a quand même, alors ils avaient déjà fait 4 défaites en octobre. Donc si vous calculez, ça fait 13 défaites et 4 victoires simplement. Le bilan, ils sont, derniers ou avant-derniers de la Avant, ouais, conférence tu as Ouest. les Spurs quand même qui sont Oui, vraiment, voilà, ouais, qui font ouais, du ouais. fait-tout, tu vois? Heureusement, les Spurs sont Ouais, là voilà. pour sauver Memphis, mais sinon, non, non, c'est pas beau du tout et ils sont pas aidés non plus, hein. Enfin, il y a toujours Brandon Clark qui est blessé depuis le 3 mars de l'année dernière. Ouais. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il revient. Il y a Steven Adams qui a été out pour la saison. Tu as Luke Kennard qui est out jusqu'à Noël. Tu as Marcus Smart qui était out, à cause de sa cheville sur 3 à 5 semaines. Donc là, il devrait peut-être revenir, d'ici une semaine ou 2, je pense. Mais voilà, il leur manque ça fait quand même beaucoup de joueurs qui manquent. Entre les blessés et le suspendu, il y a quand même, Ils sont pas beaucoup de aidés, ouais. choses qui vont ouais, qui font que voilà. Mais bon, quand même, peu importe qui est sur le terrain, ça reste des joueurs de basket Oui. de niveau NBA. Ils sont derniers au shoot à 43 au shoot. Ils sont à 32 à 3 points, derniers de la ligue. Ils sont la 29e attaque, 21e au rebond, 26e à la passe, 15e en interception et au miracle, 2e meilleure équipe de la ligue au contre. Voilà, c'est le seul point positif que j'ai pu trouver, pour eux. Donc heu, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail parce que là, le retard est énorme et colossal. Ouais. 14 défaites déjà pour simplement 3 victoires, j'ai dit? 5, 4 5. 4 victoires, 5 victoires. Ouais. Bah, voilà, il y a par rapp avec la concurrence qu'il y a à l'ouest, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal de remonter. Alors par contre, ça peut être une remontada historique, hein. Est-ce que Ça tu le peut être penses? une Boston, d'il y a 2 ans, Ah mauvais oui, c'est vrai. jusqu'à janvier et janvier à jusqu'en playoff, extraordinaire, quoi. Ils peuvent le faire. Ils ont les armes pour. Mais, mais pour l'instant, c'est pas ça du tout. Pas du tout, Non. pas du tout.
Alors, Ja Morant devrait revenir. Il revient le 19 décembre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un match contre les Pelicans qui sera en antenne nationale, évidemment, aux États-Unis en tout cas. Voir comment ça va reprendre. Mais est-ce que toi, tu parlais de cette remontada, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que le retour de Ja Morant avec ses chiffres évidemment, mais son influx, son côté dynamiteur d'équipe qu'on a pu voir l'année dernière, hein, combien de fois Ja Morant n'était pas dans les highlights ou dans les larges résumés NBA, c'est un fer de lance, hein, sportif, je dis bien. Tu les vois retrouver un engouement, une grosse dynamique avec le retour de Morant, sachant que, comme tu l'as dit, autour de ça, il y a des joueurs qui seront blessés toute la saison, tu vois, et qui sont en primordiaux dans l'effectif. Bah, je trouve que ils ont trop changé leur effectif. Mhm. Dillon Brooks leur manque Oui. terriblement. Faut, Dillon Brooks, il est ce qu'il est, mais voilà, on voit l'impact qu'il a, ne serait même à Houston, et l'impact qu'il avait l'année dernière aussi à Memphis. Tyrus Jones leur manque énormément, parce que l'année dernière, quand Ja Morant était absent, Tyrus Jones tenait la baraque et Memphis gagnait même sans Ja Morant. Donc voilà, c'est deux joueurs clés qui leur manquent. Quand tu as ton meilleur rebondeur qui s'appelle Bismack Biyombo, j'ai rien contre Bismack, hein, mais Mais voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a au niveau de l'organisation collective, il y a quelque chose qui cloche. Quand Desmond Bane est ton meilleur marqueur, ton meilleur passeur et ton meilleur intercepteur de l'équipe, bah il y a quelque chose qui cloche parce que du coup ça veut dire quoi? Il y a que lui qui travaille, qui fait les choses sur le terrain. Ils font quoi les autres? Ils sont où? bah, c'est ça, les chiffres sont vraiment. Il y a 4 joueurs à plus de 13 points et après ça dégringole, hein. Donc Aldama est à 13,9, Smart est à 12,5. Après, tu as John Jackson et Bain qui sont à 20 points ou plus. Et après, ouais, c'est ça, ça passe de 12,5 à Biombo qui est à 6,7, Tillman à 8, Roddy à 8. Mais bon, 8, c'est insuffisant, tu vois. Alors Et oui, tu as, plein de joueurs à 8, mais bon, c'est pas. comment, en l'absence de Steven Adams, comment Jared Jackson n'est pas le meilleur rebondeur de l'équipe des Memphis Grizzlies, quoi? Bah, est-ce que parce qu'il n'est pas, est-ce que Jaren Jackson, on connaît aussi ses limites, on sait il peut être très pris, même si c'est un peu moins le cas, mais il peut être très pris très vite par la patrouille, pardon, en termes de faute, tu vois. Oui, oui, il a toujours Et ces problèmes de faute, ouais. Et c'est récurrent, hein, ouais, ben, c'est c'est un truc. ça, et au bout d'un moment, bah, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on te le dit, il faut peut-être travailler en fait sur ça, pour éviter ces récurrences-là, surtout quand elles sont négatives, autant pour lui sur son temps de jeu, tu vois, sur son développement personnel, que pour le développement de l'équipe, et encore plus, comme tu dis, quand tu as des absents de marque comme ceux qu'on a déjà cités. Donc, moi, je trouve qu'il y a d'autres petits joueurs aussi. Je me rappelle des mecs comme, comment il s'appelle, Ken Lofton Jr., là, tu sais, un peu une bonne baraque hein, en termes Oui, de oui, physique. ouais. Mais bon, bah voilà, ça n'apporte quasiment rien. Un gars comme David Roddy, bon, ça, c'est dans la rotation, hein, ça joue 23 minutes, mais voilà, c'est 8 points, 4 rebonds, un peu plus d'une passe. Bon, ok, c'est pas mal, mais tu Bah, c'est t'ambitionnes dans la rien. rotation parce qu'il y a des manques, il y a Ouais, des c'est ça. blessés en fait, quoi. Mais sinon, je sais pas Mais s'il serait vraiment. oui, je suis pas sûr non plus. Mais dans une NBA, comme on disait, qui se resserre, où le niveau est de plus en plus homogène, bah, Non. tu peux pas être à 3 joueurs ou 4 joueurs à plus de 13 points et le reste après qui reste entre 7 et 9 points. C'est pas possible. Euh, Moi, je voulais te poser la question autour d'un joueur que tu as connu à Boston, Marcus Smart. Ça a été compliqué quand il est Tu veux que parti. je pleure, c'est ça? Ah In non, direct? non, non, pas du tout. Mais c'est compliqué pour lui quand même d'arriver dans cette équipe-là. Alors, dans cette situation-là, euh, de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu retrouves quand même le joueur que tu as connu à Boston? Alors, il n'y a pas l'effectif autour, il n'y a pas tout ça, mais tu retrouves quand même sa Anne, sa grinta, son côté chien, en étant très respectueux évidemment en défense, tout ça, ou chien de garde, on va dire plutôt, où tu trouves que bah, il se perd un peu parce que l'organisation autour ne se trouve pas elle-même non plus. Toi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieux de savoir un peu ton avis sur. Bah, je pense qu'il a eu du mal à, à faire le deuil de son transfert, Mhm. à s'intégrer dans ce nouvel effectif. Par contre, j'ai retrouvé Marcus, je sais pas si je pense que vous avez vu la vidéo, elle a tourné sur tous les réseaux. Le 27 novembre, il a poussé un coup de gueule sur le banc. Ah Il oui. était en civil, blessé, c'était face à Minnesota.
Et il a distribué des tartes un peu à tout le monde, là, aux jeunes, quoi. Voilà, ça c'est le Marcus Smart que l'on connaît à Boston. Et depuis, bon, ils sont à 2 victoires, 2 défaites. Donc, je me dis peut-être que ça a eu son impact, parce qu'en plus, les défaites, c'est contre Minnesota et Phoenix, donc c'est pas non plus des cancres en face. Donc, j'espère pour eux, en fait, que ce mauvais début de saison va leur donner la rage de revenir et de se remettre et de pas faire une saison blanche, en fait, quoi, et d'aller jouer la draft, parce qu'ils sont capables aussi, hein, vu leur standing actuel. Oui. Ils peuvent aussi faire une croix sur la saison et de se dire, on verra bien l'année prochaine, quoi. Donc, ce qui peut être intéressant pour cette dynamique de Memphis, c'est le calendrier. Là, le prochain match, c'est un déplacement en fin de semaine à Détroit. Un match de cancre. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment sur... c'est un peu le Détroit... Il y a eu un Détroit-Washington il y a quelques jours, je crois. ouais. Là, un Memphis-Détroit, ça reste... c'est bien cancre aussi. Hein. Après, tu as 2 réceptions. Tu as Minnesota, donc là, ça va être compliqué. Dallas, ils les ont battus. Hein. C'est une de leurs 2 dernières victoires. Là, donc, il y a quelque chose à faire. Tu vois. Il y a quelque chose à faire. 2 fois Houston, OKC, et ensuite les Pelicans, où normalement, si on ne dit pas de bêtises, Ja Morant devrait être de retour. Donc à voir. Donc Détroit, Minnesota, Dallas, 2 fois Houston et OKC, il y a quand même des choses à faire, sachant que comme on l'a dit, voilà, la dynamique est quand même un peu meilleure sur les derniers matchs. Tu as 2 victoires sur les 4 derniers matchs. À voir, est-ce que ça continue quand même, mais pour l'instant, c'est quand même, ça reste un joli cancre de notre classe NBA 2023-2024. Oui, puis on est déçus parce que c'est vrai que la story des Grizzlies était belle depuis 2-3 ans. Et que là, avec toutes les affaires extra-sportives, plus les blessures, ce qui fait que c'est un peu... c'est pas ça, quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, attention, en NBA, les choses vont très vite. Donc, attention, Memphis. C'est ça, on va suivre avec attention. Il va falloir se reconcentrer, messieurs, sur le basket, hein, sur ce qui vous lie tous, et travailler pour essayer de remonter un petit peu. C'est pas, voilà, tu ne peux pas ambitionner de rester dans les bas-fonds de la ligue, sauf si évidemment tu es dans une volonté de tanker, mais aucune équipe ne tank en NBA, Cédric, on le sait bien. Non, mais si, bien sûr. Ah, pas du tout. Cédric n'est pas du tout politiquement correct, c'est ça qui est bien. Bon. Si, il y en a qui tankent bien. C'est vrai. Allez, pour notre conseil de classe à nous, c'est terminé pour cette 2e session de l'année. Vous allez retrouver vendredi 4 autres équipes qui seront analysées, décortiquées avec brio par les équipes de Yannick, évidemment Arthur et Axel pour l'accompagner, pour parler de ces autres franchises, qui sera le surdoué, qui sera le cancre, le peut mieux faire, le succès inattendu. Vous retrouvez ça vendredi. Vous retrouverez le prochain conseil de classe avec nous début janvier pour entamer l'année 2024. D'ici là, il y aura bien évidemment d'autres podcasts des équipes de The Free Agent, que ce soit en NBA, en NFL, en NHL, bref, en MLB, ils doivent en faire également. Bref, il y a toujours toute l'actualité des sports US à suivre. Prochain podcast, donc vendredi, avec les équipes de Yannick. Nous, on se retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Cédric, je te souhaite une très bonne semaine. Plein de basket, plein de bonnes choses, évidemment, comme chaque fois. Eh ben, place au Playing Tournament. Oui, hein, c'est vrai. C'est la semaine spéciale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. On a hâte de voir ce que ça va donner à Las Vegas. Et je pense que si vous êtes sage, on en reparlera la semaine prochaine. Pourquoi pas. Ça peut être... C'est la petite nouveauté de la NBA, donc on pourrait l'aborder assez rapidement. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien des matchs NBA, donc de ce In-Season Tournament, les quarts de finale et demi-finale et finale, comme tu l'as très bien dit, Cédric. Vendredi, conseil de classe avec les équipes de Yannick, donc un beau programme pour vous accompagner. J'ai vu leur programme, et je peux vous dire que les 4 équipes sont très intéressantes. Ouais, il y a de toute façon, tout est intéressant en NBA, mais encore plus les 4 équipes qui ont été choisies. Voilà. Ouais. On peut pas mieux teaser. Donc, rendez-vous vendredi pour le prochain podcast avec Yannick et compagnie. Et nous, on se retrouve avec un grand plaisir dès la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et à plus tard. Bonne semaine. Allez, bye bye. Salut.